Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous avez devant vous quelqu'un qui est très, très heureux de vous accueillir, mais heureux non seulement parce que, en tant que binational belge et suisse, depuis hier soir, je suis profondément heureux, mais aussi parce qu'il y a 3 semaines de cela, j'étais entouré par les amis d'IBA à la place de Bruxelles, à la place Euronext de Bruxelles, pour fêter l'annonce de la certification de Bicorp d'IBA. Il y avait là Thomas, Pierre, Olivier, Marcello aussi en provenance de Bilap. Et tout ça nous faisait référence au fait qu'il y a plus de 5 ans maintenant, nous avions réuni une partie de ces personnes autour du concept Bilap à Bruxelles et que ça a été le début d'une longue histoire. En quelques minutes, pour vous présenter la Fondation, pour ceux qui ne la connaissent pas, la Fondation pour les générations futures a comme ambition de transmettre un monde habitable, et ce, tout simplement parce que nous voulons, face aux défis colossaux auxquels le monde est en train de faire face aujourd'hui, face à un monde toujours plus complexe, nous pensons qu'il faut sortir de la pensée en silo et de déployer au maximum une approche à 360 degrés. C'est ce que nous appelons, nous, une approche 4P, People, Planet, Prosperity, Participation, qui s'insère complètement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette vision à 360 degrés, nous voulons l'intégrer dans les différents leviers stratégiques que développe la Fondation pour transformer le monde. Nous voulons aider à la transformation en profondeur des universités et des hautes écoles à travers une manière de soutenir des prix et toute une série de travaux de fin d'études et de thèses doctorales qui permettent de penser le monde de demain à 360 degrés. Nous voulons nous concentrer sur l'émergence d'une économie basée sur l'entrepreneuriat à 360 degrés à travers le programme que Jérôme pilote par ailleurs. Que je vous présenterai dans quelques secondes. Également, le troisième levier stratégique concerne les investissements, la capacité de la finance d'être porteuse de solutions à 360 degrés et prioritairement à travers nos stratégies d'impact ISR, d'investissement ISR et d'impact prioritaire, ainsi que de faire lever le débat public, se faire que ce thème soit à l'agenda toujours et toujours plus. Enfin, dernier levier stratégique, en tant que fondation d'utilité publique, être une plateforme philanthropique transformatrice qui permet d'orienter la générosité à 360 degrés et qui aide à structurer les dons et le mécénat de familles, d'individus ou d'entreprises. Nous avons décidé de nous concentrer dans la manière d'agir au quotidien sur 4 moments clés de la vie des jeunes que nous appelons notre spirale positive, notre vis d'Archimède dans la vie des jeunes. 4 moments clés qui permettent aux jeunes de penser à notre futur commun à travers tout le programme académique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les prix pour des travaux de fin d'études et thèses doctorales, qui malheureusement encore aujourd'hui se limite au côté francophone du pays, ce qui n'est pas le cas des autres programmes. Et on bascule très vite dans la possibilité de soutenir les jeunes dans leur phase de prototypage, quand de l'idée, ils passent à la volonté de réaliser quelque chose de concrètement, de voir si cette concrétisation vaut quelque chose et peut les rapprocher éventuellement d'un marché éventuel, qu'il soit profit ou non-profit. Ça permet de soutenir des étudiants entrepreneurs 2 ans avant, 2 ans après leur diplôme pour pouvoir financer leur prototypage à 360 degrés. Troisième étape clé dans la vie de futures startups ou initiatives soutenables, c'est de soutenir ceux qui bâtissent, concrétisent, mettent en œuvre une institution, une structure qui offre un produit, un service à la société et qui s'inscrit dans la durabilité. C'est tout le programme qui a été bâti autour du Fonds SENS avec l'appui du Fonds ITER et de la Fondation Eurofins. Et enfin, c'est le 4e moment qui permet
à travers notre propre capital de fondation, d'investir dans la croissance d'un certain nombre d'initiatives portées par les entrepreneurs sociétaux dans les différentes catégories d'entreprises pour les générations futures. La Fondation a aussi, à travers ces différents ateliers, ces 2 ateliers qu'elle vous soumet aujourd'hui, nous avons voulu déployer 4 éléments clés dans ce double atelier. 4 éléments clés. Le premier, c'est de comprendre comment certaines certifications qui ont été choisies par nous avec soin peuvent ancrer cette vision à 360 degrés qui est très chère à notre fondation pour booster et pour généraliser un entrepreneuriat soutenable en s'adressant au plus grand nombre. Nous avons choisi de zoomer sur 2 labels qui sont complémentaires et particulièrement intégrateurs, hein, ceux qui intègrent, je dirais, toute l'entreprise, pas seulement un produit ou un service comme la plupart des labels aujourd'hui, au niveau de la globalité de l'entreprise, mais aussi, ce qui est rare et très très précieux, une large panoplie de dimensions d'un développement durable. Ça, c'est extrêmement fondamental pour nous, c'est de ne pas être monomaniaque même dans nos visions durables. Bien sûr, il existe d'autres types de labellisation qui sont tout à fait complémentaires, qui sont souvent beaucoup plus ciblés et beaucoup plus approfondis sur un seul sujet, comme par exemple les bilans carbone. Et donc, tout ça s'intègre dans une vision beaucoup plus intégrée et complémentaire. Nous avons envie de porter une quatrième question, qui est celle de ces labels privés, mais que nous pensons qu'ils peuvent tracer la voie vers des nouvelles règles qui s'appliqueraient à l'ensemble des acteurs de la société. Nous pensons que ces labels ont un rôle de pionnier et de mobilisation, bien évidemment, des différents acteurs de la société, mais ils doivent pouvoir inspirer profondément les pouvoirs publics qui, eux, ont un rôle de généralisation de ces règles. Alors, la Fondation, pour aujourd'hui, pour le thème d'aujourd'hui, qui est B Corp, la Fondation, on peut dire, a été très impliquée dans le soutien à ce label depuis maintenant de nombreuses années. En fait, je ne peux évidemment pas passer sous silence le fait que dès 2015, la Fondation a décidé d'investir, dès le moment où la B-Lab Europe a été portée sur les fonds baptismaux, la Fondation a décidé de cofinancer l'émergence de B-Lab Europe en croyant au potentiel de ce label. Puis on a mis en débat dès l'année suivante, avec l'invitation de Bart Toulahan, ici à Bruxelles, le cofondateur de B Corp. Et puis surtout, on a accompagné de manière plus discrète alors toute une série de responsables d'entreprises qui étaient proches de la Fondation pour les aider à passer le cap en les nourrissant, en les remobilisant quand on les sentait démobilisés. Et donc, voilà, on est très, très heureux de ce résultat pour aujourd'hui. Et donc, en fait, la Fondation soutient B Corp parce que, en fait, elle porte une approche à 360 degrés pour toute l'organisation, parce que B Corp est un processus d'amélioration continue. En quelque sorte, le chemin est lui-même aussi important que l'objectif en tant que soi, avec une exigence croissante par la révision triennale du B Impact Assessment, et qui permet de garantir cette vision de long terme. Les participants d'aujourd'hui vont certainement nous partager la chose. Il y a bien sûr une dimension de communauté, de mouvement, d'échange, d'interaction entre les différents membres de cette communauté au niveau national, Benelux, international. Ensuite, il y a la question du B-Impact Assessment qui est déjà ouvert à tout le monde, même si on n'est pas membre de la communauté B Corp et qu'on n'a pas été certifié, qu'on n'est pas dans une forme de certification. C'est clairement un outil qui est à disposition de tout le monde et qui permet déjà de faire un premier chemin. Et enfin, nous pensons que le mouvement B Corp peut contribuer à des évolutions politiques et des changements législatifs dans plusieurs pays. C'est le cas aux États-Unis avec le B Corporation, la loi sur les B Corporations, ou en France avec l'entreprise à mission. Et nous pensons qu'en Belgique aussi, il y a de gros enjeux sur cette question qui permettraient d'aller plus loin. En tout cas, un bon séminaire à chacun et merci beaucoup. Business can play a vital role in making a positive impact on society. So our vision
and I'll quote this, is of an inclusive, equitable, and regenerative economic system for all people and the planet. And I've been working in this domain for the last 17 years. And I really have seen that shift happening more and more, the role of business for also people, planet, prosperity, and participation, the 4 Ps from the Foundation of Future Generations. But it's not only business. Obviously, it's really that interplay of governments, NGOs, citizens, financial sector, institutions. But it's our belief that companies can really be that catalyst for change. And that's why B-Lab focuses on for-profit organizations. So let me zoom in a little bit on our organization. Often I'm asked the question, is B-Lab a certification body? Yes, we are a certification body, but we are more than that. And let me start with that. We are a systems change organization. And over the last 15 years, we have built tools and programs to drive change to behavior, culture, and structural policies necessary for economic system change. Just a few examples on that is we have partnered with the United Nations Global Compact to create the SDG Action Manager, which is a tool for companies to see how they are doing with their SDG ambitions and objectives. We have started a collective B Corp Climate Collective with all the B Corps from all over the world to really strive for to become net zero by 2030. And actually today, tomorrow, and the day after, we have the first B Corp Climate Summit, which is a virtual event to really drive collective climate action before the COP26. But it's not only for B Corps, also for non-B Corps. And then we're driving policy change and legal changes across the globe. And a good example of that is benefit corporation legislation. But I have too little time to dive into that right now. What I would like to talk a little bit more on is, at its core, B-Lab as the organization, we certify companies to measure their impact. And that's the B Corp certification. So how do you measure success? How do you redefine success in business? The business impact assessment, which is our tool, looks at success beyond profits, measuring impact across the business for people and the planet. And it's offering a framework for constant improvement, like Benoit also pointed out too. We focus on 5 areas: workers, environment, customers, community, and governance. And it's not only a seal for sustainability, it's really a holistic framework. It's a management system, and it's a system for continuous improvement. I think this is an interesting slide to show a bit of the difference with some other standards as well, because B Corp certification is to business what fair trade is to coffee, what organic is to food, what LEED is to a building. And what we've seen over the last 20 plus years, there was a strong focus on good products and good services when it came to standards and certification. Think of UTZ Certified, FSC, Rainforest Alliance, etc. We think the 21st century is about radical transparency. So it's not only about those products and those services, but it's really about the company behind it, the holistic approach of a company behind it. How does a company operate? What is its impact on society? These are the core questions that are addressed by the B Impact Assessment. So this is a slide that shows a bit more in depth the topics that we address per topic area. I don't think we have enough time to dive into that, but I'm happy to share these slides with you. And it could well be that we come to this in the conversation also with IWA and Van Brunhout. So just a few words on how a company can actually certify, because any company can start today. We have a free online tool for everyone accessible. We have now around 100,000 companies in the world making use of this tool. And it's basically a baseline
that shows where you are and that helps you to set your goals on where you want to be. So it starts with the first step, completing the online B impact assessment, and every company needs to score at least 80 points out of 200. And then a company needs to go into a review call and do a documentation check with our standards team. The second step is that we ask from all companies to do the legal requirements, meaning that they have to change their articles of association, including also stakeholder objectives. So it's not only about shareholder maximization and about profits, but it's about including stakeholders in your day-to-day operations and in your decision-making. Step 3, you sign the term sheet, you sign the Declaration of Interdependence, and you make your status official, like IBA did a few weeks ago with the ringing of the bell at Euronext. And then finally, companies pay an annual certification fee, and it ranges between 500 euros and 50,000 euros, depending on the annual revenue of the company. Also important to notice that every single B Corp needs to recertify once every 3 years. So in between, it's again the journey of improvement. So where are we at today? We are proud to have now 4,000 companies in the community globally, which covers about 150 industries across 75 countries. And it doesn't really matter which size of sector you are. Every company can make a positive contribution to society, and it's really a learning community. So with certification, you step into that global community, into that global movement of like-minded businesses that all strive to build a business around profit and purpose. And together, they want to generate collective action around climate action, about diversity and inclusion, about policy changes, etc. Also interesting to notice that those companies are thriving. So we have around 3 billion was raised in capital invested in B Corps, and collectively there is a combined revenue of 80 billion. Think of the impact, the positive impact those companies could have on society. Now zooming into the Benelux community. The Benelux community has now 125, I need to update this slide, 125 B Corps, of which 21 from the Belgian market. And in Belgium, we work very closely with the Shift. I think most of you will know the Shift in Belgium. And Eglantine Eekhout is the person within the Shift that really helps us to create more awareness in Belgium, to foster the community, to grow and build the momentum that we really see is happening in Belgium. So these are really exciting times from a B Corp perspective in Belgium. And I hope that some of those companies you will recognize, obviously, that are listed here. So in the last 6 years, from the moment of its inception here in B-Lab Europe, the launch of B-Lab Europe, we've seen a tremendous growth of the B Corp movement. So overall, we can say the movement is growing with about 30% each year. And also what we see is that we're being more recognized by in the media, but also in public-private partnerships. So it's not only within that area of certification, but it expands above and beyond that, I would say. So one last thought I would like to leave you with and to maybe ponder on is it's our belief that businesses should compete and, most importantly, collaborate on not just only being the best in the world, but really the best for the world. And that's with one unifying goal, using business as a force for good to solve some of the most pressing social and environmental challenges we're facing today. So thank you so much, and I'm looking forward to the conversation.
Thank you, Bettine, for this very nice overview. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, qui est cette partie de témoignages croisés de deux entreprises issues de secteurs très différents. On a d'un côté IBA, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de diagnostic et de traitement du cancer, et qui est devenu un fleuron industriel belge et wallon. Je ne sais pas si l'affichage fonctionne bien. Nous avons IBA qui est représenté par Thomas Canon, qui est Sustainability Program Director. Et nous avons également la brasserie de Brunoo, une brasserie dont l'histoire remonte aussi loin que 1890 et qui, en misant sur une approche durable, bio, locale et sur le dynamisme d'une petite équipe, connaît un développement assez fulgurant ces dernières années. Son directeur, Marc-Antoine Demees, est parmi nous. La brasserie de Brunoo est certifiée depuis début 2021. C'est la première brasserie certifiée Bicorp en Europe. Quant à IBA, l'obtention de son label date de début juin, ce qui la place parmi les rares sociétés cotées en Europe à l'avoir obtenu. Donc, en croisant les expériences d'entreprises aussi différentes, on va tenter de mieux comprendre la contribution que le label Bicorp peut amener à cet objectif urgent de transmettre un monde habitable aux générations futures. Alors, Marc-Antoine, vous êtes le directeur de la brasserie de Brunoo. C'est à vous que je pose la première question. Je ne sais pas si à l'écran, je ne sais pas si vous avez activé vos caméras. J'ai une vision à l'écran où je vois toujours Hubertine. Enfin, voilà. Est-ce que, Marc-Antoine, compte tenu des enjeux qui ont été identifiés par la brasserie, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce processus de certification et pourquoi avoir choisi un label tel que Bicorp? Oui, bonjour Jérôme. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez. Oui, c'est le cas. C'est parfait. Bonjour à tout le monde. Je suis d'abord très heureux d'avoir été invité à ce petit symposium et de pouvoir vous faire part de notre expérience. Alors, pourquoi Bicorp? Alors, en fait, comme l'a dit Hubertine, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de certifications qui existent depuis longtemps, qui sont le bio, qui sont le fair trade, qui concernent en fait nos produits et que nous avons donc depuis pas mal d'années. Et Bicorp est une espèce d'aboutissement de tout cela, en fait. Donc, j'ai racheté, juste pour la petite histoire, une brasserie qui était en faillite il y a 15 ans. Il m'a fallu 5 ans pour la remettre sur les rails de questions financièrement parlant. Et puis, les 10 dernières années, on a essayé de donner d'autres valeurs à l'entreprise que simplement fabriquer de la bière et produire de l'argent, en fait. Et donc, on a commencé à changer d'abord l'organisation. On s'est intéressé à faire une organisation transversale, un peu type holacratie ou sociocratie. Puis, on a passé toute la brasserie en biologique. Puis, on a obtenu une certification qui s'appelle Nature et Progrès, qui va beaucoup plus largement, en fait, que simplement d'être bio. Et la dernière certification qu'on a eue ensuite, c'est ce qui s'appelle le prix juste producteur. C'est en fait, on s'engage à acheter nos matières premières à des agriculteurs belges et pour leur permettre de vivre décemment. Et voilà. Et on a réussi en fait à réunir tout ça dans une labellisation qui s'appelle Bicorp et qui est un peu la cerise sur le gâteau pour nous et qui permet de montrer au monde que nous ne faisons pas du greenwashing en fait. Donc, puisque avec Bicorp, on est obligé de prouver tout ce que l'on dit. Voilà, en 2 mots. Et donc, voilà, c'est de pouvoir montrer qu'on essaye d'être non pas les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. Merci Marc-Antoine. Thomas, du côté de IBA, quelles ont été les raisons de décider d'engager IBA sur ce chemin de la certification? Merci pour tous ces témoignages et oui, merci aussi de nous recevoir, de nous permettre de témoigner. IBA,
On est une société beaucoup plus jeune et aussi avec des produits qui sont des équipements de traitement du cancer, des équipements médicaux, des équipements qui ont leur impact sociétal évident, hein, le soin, qualité de vie, etc. Ça, c'est pour la partie produit. Par contre, ça fait longtemps qu'on dit on veut une approche durable, on veut une entreprise durable. On a ce qu'on appelle l'approche partie prenante, où on dit qu'on veut partager notre valeur de société entre différentes parties prenantes, hein, les clients, les actionnaires, on est une société cotée en bourse, les employés, la planète et la communauté. Mais quand on a dit ça, on s'est quand même rendu compte petit à petit que on était un peu perdu dans les objectifs à atteindre. Finalement, on ne peut pas mener chasser tous les lièvres en même temps. Par où aller, à quelle vitesse, dans quelle direction. Et c'est là que B Corp nous a paru être vraiment un très très chouette référentiel. Comme l'a dit Marc-Antoine, B Corp c'est un référentiel holistique, c'est vraiment pour nous un des seuls, voire le seul même, que nous connaissions au final, qui nous permet d'aborder non pas les produits, hein, bio, fair trade, ou des produits l'angle technique des choses, mais plutôt l'aspect compagnie, c'est-à-dire comment est-ce que, un peu comme si on se regarde dans un miroir en tant que société, comment est-ce qu'on impacte le monde qui nous entoure. Et B Corp, c'est vraiment pour nous le meilleur et le plus accessible des miroirs qui nous permet de comprendre qui on est comme société et surtout, à partir de là, de se dire, ah oui, effectivement, en fonction de ce que je vois dans ce miroir, et de nos valeurs de société, hein, de notre vision, de notre envie de faire. Voilà la direction que je voudrais suivre et voilà vers où on voudrait évoluer. Et donc, B Corp, pour nous, c'est à la fois très accessible, c'est très concret. Hein, on est une société bien d'ingénieurs, hein, donc on a besoin de concret, nous. Ça nous parle beaucoup, ça nous donne des axes très directs vers où s'améliorer. On doit faire des choix, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Par exemple, on a parlé des objectifs de développement durable tout à l'heure. Ça, ce sont de très beaux référentiels aussi, mais ça manque du concret que B Corp apporte. B Corp, c'est vraiment un ensemble de 300 questions dans lesquelles vous rentrez et vous évoluez à partir de là. Si Thomas, peut-être en effet commencer à zoomer un peu sur le processus, sur le comment de l'aboutissement d'un processus de certification. Marc-Antoine, la façon dont le processus s'est déroulé pour vous, pouvez-nous le présenter un peu concrètement? Quelles ont été un peu vos étapes, les moments clés peut-être pour faire aboutir ceci? Oui, alors tout à fait pratiquement, en fait, j'ai participé à un symposium dans les bois de Libramont qui s'appelle Régénérative Alliance, qui est un truc formidable, enfin bon, qui s'est passé il y a 2 ans. Et à la fin de ce symposium, on devait prendre un engagement. Et donc, un à titre personnel et un à titre comme responsable d'entreprise. Et l'engagement que j'ai pris à cette époque, c'est de dire, je vais essayer de la certification B Corp. Parce qu'on en avait pas mal parlé pendant les 2 jours qu'on avait passés dans les bois là. Et donc, je me suis mis, comme tout le monde, à essayer de remplir le B Impact Assessment, qui sont effectivement un ensemble de questions, 250, je crois, enfin plus ou moins. Et quand j'ai eu terminé, que j'ai fait un peu dans mon coin, on est arrivé à obtenir 115 points. J'étais tout à fait étonné parce que pour un coup d'essai, je me dis que c'est quand même pas mal. Donc, je me suis dit qu'il y avait probablement une possibilité de réussir la certification. Et puis, c'est là que les choses concrètes sont arrivées et sont devenues un petit peu plus complexes parce que entre les belles intentions que j'avais dans l'âme et le cœur et la réalisation concrète, il y a effectivement un grand pas. Et comme cette B Corp est de conception anglo-saxonne, ça n'est pas tout à fait dans notre esprit latin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut prouver tout ce qu'on dit. Et c'est là que ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué et que j'ai fait venir une consultante qui est venue expliquer mieux que moi tout notre team
ce que nous voulions obtenir par Bicorp. Et puis finalement, voilà, on a mis toute l'équipe au travail pour mettre en place en fait tout un système de reporting de tous les éléments qui intervenaient dans le B-Impact Assessment. Et puis voilà, ça nous a pris à peu près une petite année. Donc on a été d'abord en contact avec Bicorp Benelux à Amsterdam, et puis quand ils ont passé la main aux États-Unis, et donc on a dû continuer à répondre à un certain nombre de questions très pointues et très bien choisies aux États-Unis, et qui a terminé par un examen oral qui était super intéressant. Et puis bon voilà, et puis on a appris que finalement on a terminé avec 81,4, donc on est passé tout juste. Et puis ce que je trouve en fait génial, que j'ai pas eu l'occasion de dire tout à l'heure, que Bicorp, c'est la seule certification qui oblige une amélioration constante, puisqu'on est recertifié tous les 3 ans, et que donc le but c'est d'être meilleur dans 3 ans qu'on a été il y a quelques mois. Voilà. Merci. Thomas, de votre côté, on parle d'une entreprise quand même très différente, active sur 5 continents. Est-ce que vous voyez des spécificités dans la manière dont a été conduit ce processus interne? Oui, donc effectivement, une des premières questions enfin, dans le processus, je rejoins Marc-Antoine, et au départ, c'est effectivement d'aller sur le site de Bicorp, de regarder un petit peu l'ensemble des questions, de passer au travers, de manière informelle et gratuite d'ailleurs, et puis à partir de là, de se dire, ok, d'abord, est-ce que ça me parle en tant qu'entreprise? Nous, ça nous parlait énormément, ça nous paraissait très pertinent. Et puis après, de rentrer un peu plus dans le concret. Et le concret, c'est effectivement, de définir le périmètre de ce dont on parle. Une entreprise comme la nôtre, c'est effectivement 1500 personnes, pas mal tous les continents, pas mal de pays au final. Donc, c'est de se dire, ok, est-ce que on va certifier, ou on va parler de la Belgique d'abord, ou est-ce qu'on prend l'entièreté du groupe, ou quelques régions, ou est-ce qu'on parle de business unit, etc. Donc, c'est de définir un peu le périmètre. Et notre ambition était dès le départ de certifier l'ensemble du groupe, parce qu'on s'est vite rendu compte que ça n'avait pas tellement de sens de dire on va certifier la Belgique, alors qu'en fait tous nos produits partent à l'étranger, là où on est actif aux USA, en Allemagne et en Chine par exemple. Inversement, on n'avait pas certifié les États-Unis, IBA, parce que eux installent des systèmes qui sont produits en Belgique. Donc si on regarde l'impact environnemental par exemple, on produit en Belgique, on installe aux États-Unis. Donc, comment couper tout ça? Donc, on a fini. Une des premières étapes de la certification, c'est de se dire, c'est quoi le périmètre? Et alors, il faut regarder la structure de votre entreprise. Nous, on a des filiales. Donc, si on veut certifier le groupe complet, toutes les filiales doivent être prises en compte. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Donc, on a dit avec Bicorp, on leur explique un petit peu la structure du groupe. On a vraiment fait un travail avec eux d'essayer d'être le plus pédagogique sur ce qu'on était comme entreprise, les différents produits, où on est actif et comment. Et à partir de là, on a convenu de certifier l'entièreté du groupe d'un coup. Et c'est ce qui a été fait. Alors, comme Marc-Antoine a dit, c'est répondre aux questions. Dans notre cas, on a fait l'exercice, on est arrivé à environ un peu plus de 90 points estimés. Et j'avais été bien préparé par Danone d'ailleurs, parce que Bicorp c'est vraiment une communauté, hein, c'est ça qui est très intéressant aussi. Et en contactant Danone Belgique, Sonia Bonus, pour la nommer, elle m'avait dit fais attention, il faut vraiment effectivement bien répondre comme on est comme entreprise et pas comme on aimerait être. Donc ça c'est vraiment très important. C'est une certification qui est le miroir que vous avez devant vous le matin, quoi. C'est qu'est-ce que vous êtes comme compagnie. Donc on a placer la barre le plus haut possible en disant voilà, je réponds le plus précisément possible. Et donc, une fois que vous avez fait cet exercice-là, après, effectivement, si vous êtes suffisamment haut par rapport au seuil de 80 points, qui est le seuil nécessaire, vous pouvez prétendre à une certification, et là vous êtes audité, et on répond à un certain nombre de questions, et puis alors, comme tout audit, ça descend un peu ou beaucoup selon la précision de ce que vous avez donné au départ. Et progressivement, à la fin, on est arrivé à rester au-dessus du seuil, pouvoir avoir la certification.
En gros, c'est ça. Thomas, si je reste un peu avec vous, si dans ce processus, il fallait sortir un facteur clé de réussite, ça peut être aussi une manière d'illustrer ce qui peut être un appui important pour d'autres parmi nous qui peut-être se lanceront dans le processus. Un facteur clé, mais peut-être aussi une difficulté rencontrée et comment cette difficulté au sein de BIA, vous avez réussi à la surmonter. Donc, pour moi, d'abord, le facteur clé de réussite, c'est d'avoir le management à bord. C'est certain que si ça se passe sur le côté de l'entreprise avec, voilà, par exemple, quelques passionnés de développement durable qui travaillent dans leur coin, qui posent quelques questions et puis qui répondent à ça, et qu'à côté de ça, le management ne regarde pas ça ou n'est pas sponsor, ça ne fonctionnera pas. Et Bruno, c'est Marc-Antoine, visiblement, qui avait amené la dimension de l'entreprise. Et inversement, ça doit répondre aux valeurs de l'entreprise. Si vous avez le CEO dans son coin qui pense comme ça, mais que les produits ou la manière dont l'entreprise fonctionne n'est pas en adéquation avec les valeurs ou ne peut pas globalement évoluer, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut une vision managériale, mais il faut aussi un partage avec ce qui est diffusé dans l'entreprise. Il faut une cohérence, quoi. Et d'ailleurs, il y a certaines questions dans B-Corp qui éventuellement sont rédhibitoires. Je ne sais pas s'il y a des sociétés d'armement qui peuvent être B-Corp, je crois pas que ça existe. Voilà, donc il faut une cohérence et une vision. Ça, c'est la première chose. Alors, en termes de difficultés, c'est après effectivement de faire évoluer le système, comme ça a été dit. La certification, c'est pas le but. Le but, c'est d'en tirer un guide pour évoluer d'année en année. Et donc, nous, par exemple, chez IBA, nous sommes occupés actuellement à définir un plan sur 3 ans pour la prochaine certification de 2024. Comment on va être le IBA dans 3 ans par rapport à ça? Il faut monter la barre. On veut s'améliorer, on veut être 10 points plus haut. Mais on ne peut pas le faire dans tous les axes. Le but n'est pas d'être bon partout, c'est impossible. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est décider de travailler sur nos faiblesses. En tant qu'entreprise qui fait des gros équipements médicaux, je peux vous dire que c'est très bien d'un point de vue médical, mais d'un point de vue environnemental, ce sont des équipements consommateurs, très très lourds, donc il y a un impact environnemental qu'on doit travailler. Donc, on utilise ça, en fait, comme un outil pour voir nos faiblesses en tant qu'entreprise et travailler dessus. Et en même temps, conserver nos forces. Si Thomas, question un peu similaire du côté de la brasserie de Bruno. Est-ce qu'en termes d'éléments facilitants ou accélérateurs, vous en avez un à partager, mais aussi peut-être une difficulté autre à surmonter durant ce processus? Comme l'a dit Thomas, mais pour moi c'est plus facile, c'est que c'est sûr que ça doit venir quelque part du management, quoi. L'âme de l'entreprise doit aller dans ce sens-là. Alors, pour nous, le point facteur de réussite, c'est qu'en fait, on est depuis 10 ans dans cette évolution-là. En fait, ça a concrétisé l'esprit qui était déjà dans l'entreprise depuis des années, quoi. Ça a été une espèce de mouvement naturel. Donc, on a certifié le boulot qu'on fait depuis 10 ans. Donc ça, c'est sûr que c'était pas trop compliqué pour nous. Je pense que une entreprise qui travaille uniquement pour le profit et qui ne fait pas attention à tous les autres intervenants ne peut pas en un an être certifié Bicorp, quoi. C'est impossible. C'est juste impossible. Donc je pense que c'est le fruit de toute une démarche ou le résultat de toute une démarche. Comme difficulté, comme l'a dit Thomas aussi, en fait, on a tous dans nos métiers un certain nombre de faiblesses. Dans notre cas, on a 2 faiblesses majeures dans notre certification. De un, on produit de l'alcool, qui n'est quand même pas toujours un bien pour la société, hein. Bien qu'on dise qu'il faut boire avec modération, et que tant qu'on boit avec modération, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est sûr que c'est un point faible dans notre organisation. Et le deuxième point faible qu'on a, maintenant, comme on est une brasserie, on restera une brasserie, donc c'est comme ça. Le deuxième point faible que nous avons, qui a été identifié,
c'est que nous sommes des très gros consommateurs d'eau pour fabriquer de la bière. Mais la moyenne de la profession, c'est qu'on a besoin de 7 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Et donc ça, c'est notre objectif d'amélioration pour les 3 prochaines années, c'est de descendre en dessous de la moyenne du secteur. Voilà, et on a un gros boulot à faire de ce côté-là. Et voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les actions qui sont prises, tant au niveau des investissements que toutes les actions, et qui est formidable, c'est que tout le personnel est motivé à aller dans ce sens-là. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on décide quelque chose, les gens demandent est-ce que c'est Bicorp ou est-ce que c'est pas Bicorp. Donc ça veut dire que c'est rentré vraiment dans la tête des gens. C'est génial. Et pour continuer avec vous, Marc-Antoine, est-ce que dans la gestion interne, parce qu'évidemment la labellisation n'est pas une fin en soi, c'est d'amener l'entreprise à pérenniser une gestion plus durable, une gestion plus intégrée des enjeux de la soutenabilité, est-ce que ça a changé des choses? Vous avez mis en place des choses qui n'existaient pas avant Bicorp? Vous voyez, là vraiment, on a installé une gestion différente. Ouais. Alors, ce n'est pas différent, c'est en évolution, mais comme je viens de le dire, le fait que les collaborateurs aujourd'hui, quand ils font quelque chose, se demandent est-ce que ça va dans le sens de Bicorp ou pas, c'est une amélioration gigantesque. Donc ça veut dire qu'on se remet en question finalement tout le temps, quoi. Alors juste pour vous donner un autre exemple, c'est que le dernier produit qu'on a lancé est motivé par l'esprit Bicorp, puisqu'on a en fait créé une bière qui rentre complètement dans l'économie circulaire. On a créé une bière qui est fabriquée avec 60% d'orge et 40% de pain invendu. Et en collaboration avec une coopérative boulangère qui fabrique du pain bio, et plutôt que de jeter le pain, ben on le récupère et on fabrique une bière avec cela. Donc on a plein d'aspects Bicorp dans ce nouveau produit, quoi. On a l'économie circulaire, alors on est CO2 neutre pour ce produit-là aussi. Donc tous les aspects Bicorp rentrent clairement, non seulement dans l'entreprise, mais dans le dernier produit qu'on a créé. Et de votre côté, du côté d'IBA, Thomas, est-ce que il y a aussi un après ou un renouveau, une adaptation des manières de gérer cette intégration des différents éléments suite à l'obtention du label Bicorp? Alors ça, j'aime vraiment bien les commentaires qui étaient faits. C'est vrai que j'entends maintenant de plus en plus dans les réflexions, parfois stratégiques aussi, est-ce que c'est Bicorp ce qu'on fait là? Et j'ai des collègues qui me reviennent avec des idées en disant tiens, j'ai pensé à ça, on pourrait évoluer comme ceci, comme cela, des choses qui en fait avant étaient un peu déstructurées, qui maintenant s'insèrent dans un cadre qui paraît beaucoup plus clair pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le gros point. Dans la manière informelle dont on échange dans la société, je vois vraiment ça arriver. Qu'est-ce que ça change de manière formelle plus d'abord, on a changé les statuts de l'entreprise, c'est obligatoire de le faire, mais ça veut dire qu'on a écrit dans un peu la constitution de la boîte le fait de vouloir partager la valeur de l'entreprise, non pas uniquement aux actionnaires, mais à l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un peu comme si on inscrivait dans la constitution belge la loi climat, ce que je pense on n'a pas encore fait. Ça protège la mission de l'entreprise par rapport à un changement de management éventuel. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on essaie de faire cette année-ci, donc ça on n'a pas fait avant la certification, mais on le fait maintenant, c'est de écrire dans la job description, dans les objectifs du CEO et des exécutifs de la boîte, justement la dimension sociétale et environnementale. Il n'y avait rien de tout ça avant. On avait des objectifs produits, des objectifs rentabilité, productivité, etc., mais rien sur la partie sociétale et environnementale. Ça, on est occupé à le faire maintenant. Et alors, évidemment, on se demande, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va y mettre précisément? Et bien là, donc, on a identifié 34 initiatives qui sont quoi? Qui sont en fait les 34 questions de Bicorp sur lesquelles on pense que dans les 3 ans, on pourrait s'améliorer de manière comme ça et comme ça et comme ça, très précisément au cours des années. Donc, c'est vraiment une démarche de planification, mais qui est assez structurée parce qu'on a un cadre, alors qu'avant, on tirait tous azimuts en ne sachant pas très bien où aller. Ça, je dirais, c'est 2 points très concrets qui ont changé. Merci.
J'avais encore quelques questions à vous poser, mais histoire de pouvoir ménager un maximum d'interaction avec les participants, je propose de passer à la lecture de quelques-unes des questions qui sont arrivées en commentaire. N'hésitez pas à toujours en partager. Alors, il y a une question ici, je la lis. Les entreprises qui débutent travaillent à leur business plan avant de se lancer dans l'aventure. Est-ce qu'il existe des critères pour les projets en création pour intégrer dans leur business plan directement des critères ou des guides autres que uniquement financiers? Donc, en gros, est-ce qu'il existe un Sustainable Business Plan pour les entreprises en création? Une question de Xavier Évrard. Je ne sais pas qui parmi vous souhaite parler de ceci. Juste rapidement, je dirais, je sais pas s'il existe un guide, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une excellente manière quand on crée une entreprise, à mon avis, de regarder le référentiel en question, de passer au travers des questions, et c'est gratuit, ça tombe bien quand on commence une entreprise, les moyens sont limités, et de se dire, ah oui, c'est vrai que je pourrais peut-être utiliser ça comme gouvernance, ça comme manière de gérer mon impact environnemental, etc. Donc ça peut servir de guide tout à fait à n'importe quel stade de l'entreprise. La seule chose, c'est que si l'entreprise n'est pas encore incorporée ou n'est pas encore formellement créée, n'est pas éligible à une certification formelle. Par contre, vous pouvez avoir une certification pending au moment où vous serez depuis 1 an certifié. Donc oui, très efficace pour ça, je trouve. Donc j'invite Marc-Antoine Hubertine, si vous voulez compléter une réponse amenée, n'hésitez pas. Je vais grouper 2 autres questions, je les trouve un peu liées. La première, c'était une question sur est-ce que certaines entreprises peuvent à un moment perdre leur label, et si oui, qu'est-ce qui peut amener une entreprise à le perdre? Et une autre question qui venait d'être posée était celles qui n'ont pas le perdre, mais en fait qui de facto sont out de la certification B Corp, de par leur objet, leur secteur, leur activité. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en amont déjà out, et est-ce qu'il y en a qui, en aval, après l'avoir obtenu, peuvent en fait le perdre? Peut-être Hubertine, would you like to react to this? Yeah, just to repeat the question, so I'm sure I captured it right. The first one is, are there some types of companies, some companies which de facto would not be eligible for the label because of their activities, their sector? And the second question is if you have the label, is there a way you can lose it? What would be the reasons why you would actually stop benefiting from the label? Yeah, no, totally happy to answer those questions. To start with the second question, companies need to recertify every 3 years, and our assessment is also updated in between and every 3 years. And the process, how we update the assessment, is a top-down and a bottom-up process. Bottom-up means that we have an independent standards advisory council with experts, global experts in the field, who look at the trends and developments from a standards approach, from a certification approach, and from a market level approach, and see how our standards need to change to keep up the par of what's happening in society. So that's one side of it. Bottom up means that every company, those 100,000 companies that are making use of our B impact assessment, can leave feedback in the assessment and say, hey, this question is not relevant for our market. You need to ask it in a different way. You need to step it up. And both sides, from the market as well as the Standards Advisory Council, ensure that it stays a very credible, high-level, robust type of assessment. So it could well be, if you don't improve in the coming 3 years after certifying, and our standards keep improving as well, that you might lose your certification. So that's one thing. The other thing, can all companies certify? Our theory of change is that every company can start making a difference today, and we just provide them the tools to start on that journey. Can all companies certify? Most likely not. So what do companies need to do that come from, for example, sensitive industries? They need to go to our disclosure questions, and there we identify if there are any sensitive issues arising in the company, historical fines, sanctions, these sort of topics that might arise.
but also the type of industry, gambling, oil, tobacco, etc. So that all sits with the disclosure questions. Second, we have a due diligence process in place, so we can do more in-depth research on a company. And third, there is a public compliance complaint process, And that means that other B Corps can flag and say, hey, why did this company certify? I'm not sure about it. It goes straight to the Standards Advisory Council. They do more in-depth research. So from those 3 points, disclosure question, due diligence process, complaint process, there can be an additional level of transparency requirements that are asked, remediation requirements, or there's ineligibility of the certification. Thank you. Et Sure. je vois qu'il y a déjà des échanges dans la discussion à propos des questions. On va de toute façon les aborder oralement parce que le chat ne sera pas disponible lors de l'enregistrement et du replay plus tard. Notamment une question que, maybe since we are with you, Hubertine, une autre question est, peut-on être certifié à n'importe quel stade de développement? Can you be certified as a company at any stage of your development, a young startup or later in the process? Is there Yeah, for companies that are younger than 1 year means that they don't have one fiscal year. They can do the pending B Corp certification. Sorry, it's not a certification. They get the label of pending B Corp. They need to go through our assessment, but fill it out on an intentional level and a level of ambition. They also, it is required for them to do the legal change. So they need to change their articles of association with the text that we provide them with. And then you can become a pending B Corp and you're part of the community. You can use the pending B Corp logo, etc. Yeah. Okay. So even very young companies can already work with the assessment, that's for sure. Et nous avons en effet certaines de ces jeunes entreprises parmi les participants. J'en ai repéré quelques-unes qu'on connaît bien à la Fondation. Il y avait une question, et je vais peut-être la poser à Marc-Antoine et peut-être Thomas qui peut compléter. C'est sur la durée du processus de certification. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous a pris plus ou moins 1 an, mais je pense que ça dépend d'entreprise à entreprise. Je crois que c'est principalement le niveau de reporting qui existe dans l'entreprise ou qui n'existe pas. Bon, maintenant, je sais que les équipes de B Corp sont un petit peu débordées parce qu'elles sont un peu victimes de leur succès actuellement et que j'ai quelques confrères qui sont dans le processus actuellement, mais qui semble que voilà, il y a pas mal d'embouteillages pour le moment. Mais voilà, ça nous a pris 1 an, globalement. Et du côté d'IBA, on tombe sur un calendrier assez similaire? Même chose, 1 an, oui, 3 mois de découverte, et puis alors effectivement après il y a la soumission des réponses, etc. Et il faut compter un temps de réponse. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain avoir l'audit qui se fait quand vous avez soumis vos réponses. Mais 1 an me paraît être tout à fait l'ordre de grandeur. Et une autre question, Thomas, vous avez parlé de l'audit qui avait été réalisé à un moment. Un peu plus d'infos, qui réalise ces audits? Comment ça se déroule? Alors l'audit chez nous, c'était finalement, donc à un moment donné, vous soumettez vos questions, vous répondez à l'ensemble des questions, les formulaires en ligne. Si vous avez dans vos réponses, vous êtes au-dessus de 80 points, vous pouvez prétendre à soumettre à être certifié, donc à être audité. À ce moment-là, BELAB, donc l'entreprise derrière B Corp, épluche vos questions et vos réponses, sélectionne certaines d'entre elles et organise 2-3 calls avec vous pour vous poser davantage de questions et vous demander des précisions, d'uploader certains documents sur un set réduit de questions. Donc nous, on a eu sur les 300 questions, 70 questions qui ont fait l'objet de compléments d'informations qui peuvent être simplement verbaux ou alors on doit uploader l'un ou l'autre document. Ça reste quand même un processus assez léger et flexible, je trouve. Donc on n'est pas dans des processus comme ISO ou autres où c'est quand même très très rigide et vous avez des auditeurs qui viennent, qui s'installent chez vous pendant 3 jours. Donc nous, on a apprécié quand même le côté convivial et flexible de la manière dont c'est organisé.
Merci. Il y a une autre question. Je vous invite à lire l'ensemble de l'intervention de Gaëtan Van Ockeren dans le chat, mais je peux le résumer. C'est la question du living wage. Donc, il souligne qu'il y a parfois, certains sont étonnés qu'il n'y a pas de standards minimaux pour assurer le paiement d'un salaire décent, de salaire vital, pour les travailleurs notamment de l'alimentation dans les filières d'approvisionnement. Comment peut-on rassurer qu'en effet, c'est une question qui est prise en compte? Est-ce que c'est optionnel ou obligatoire? So, Hubertine, you may have read this question about living wages or living income as a standard within B Corps. What did you say about it? Is it true that actually it is optional, that this would be fully respected within the supply chains? Well, living wage for sure is addressed within the B impact assessment. But we also ask for the type of certificates that are looking more in depth in that area. So, for example, fair trade or other certifications. So the B impact assessment is also an integration of other certifications that show how companies are doing on certain aspects, like living wage. So it's integrated in that way. Okay. May I interact? Yes, maybe briefly. Normally, it was not planned that way. C'était pas prévu ainsi, mais vas-y, si tu veux vite compléter. The question was more on the other side. Would you agree that B Corporation, I mean, that a big cocoa buyer can be a B Corp without respecting standards that ensure that food producers at the bottom of the sourcing chain are paid a living wage if they are workers and receive a wage, or receive a living income reference price if they are peasants or farmers and then do not receive a wage but a price? Yeah, I think this is a bit of a too detailed question maybe to address here and now, because like I said, it is integrated with the other certification and standards that are showing that level, so to say. So it's an important topic within the B impact assessment. But as you probably know, the conversations around low wage, living wage are very broad, right? But if we look, for example, at Tony Chocolonely or other companies, of course, that's something that we look into, for sure. Je voudrais peut-être rajouter un point qui me paraît très important sur le référentiel B Corp. B Corp, c'est un équilibre entre 5 dimensions pour lesquelles vous devez avoir 80 points au total. Donc, et IBA, c'est le cas. On n'est pas très bon sur la partie environnementale. On est bien meilleur sur d'autres aspects du questionnaire. Donc, l'idée de B Corp n'est pas d'être bon l'un ou là de manière obligatoire, mais d'avoir 80 points au total sur l'ensemble des choses. Et donc, c'est cet équilibre-là, ce partage de valeur entre différents stakeholders qui compte. Ça ne vous oblige pas à être neutral ou à être fair trade ou à être bio. C'est pas ça l'esprit B Corp. Donc visiblement oui, un point qui pourrait peut-être amener à d'autres suites de discussions après cet atelier certainement. Il y a une question de Liv Schreurs sur le fait que B Corp a des origines aux États-Unis. Sous les législations américaines, il y a cette loi, cette règle que les entreprises doivent prioriser la shareholder value, la valeur actionnariale. Est-ce que B Corp, comment ça résonne du côté de B Corp? Est-ce que elles adaptent du coup leurs articles fondateurs par rapport aux requirements de B Corp? La traduction en live. Mais vous avez la question en anglais dans le chat. So maybe Hubertine, about this. Sorry, could you maybe translate that one? So the question is here. So B Corp has its origins in the USA. Under US business regulation, there is the rule the businesses must prioritize shareholder value. How relates B Corp to that? Can US B Corp companies adapt their articles of association according to the B Corp requirements? Yeah, and even more than that, in the US, we have benefit corporation legislation.
which is a new legal entity that companies can incorporate themselves by, which is all about not only shareholder maximization, but a combination of shareholder value that goes hand in hand with stakeholder optimization. So, and the benefit corporation legislation is something separate from B Corp certification. So B Corp certification is really about the performance of a company. Benefits corporation is your legal entity. And that's, there it is the integration of both ends and not only about shareholder maximization. And that's also what B Corp in the end really stands for. When we talk about systems change, we foresee a system changing from a shareholder capitalism to stakeholder capitalism. But you need to have the right regulations and legal frameworks in place to allow that to happen. So, that is being worked on. Merci. Il y a une question qui va aussi dans ce sens-là, une intervention, Jacques Debry, qui rappelle qu'il est plus facile de demeurer cohérent dans cet équilibre entre shareholders et stakeholders quand l'actionnaire principal est en même temps le CEO. Mais peut-être une question pour Thomas, une entreprise cotée en bourse, comment peut-elle gérer les préoccupations d'actionnaires plutôt tournées vers le profit, la plus-value de leurs actions? Est-ce qu'il y a une expérience du côté d'IBA partagée? On a pas mal parlé de Danone, évidemment. Votre expérience à vous par rapport à ces attentes? Oui, donc c'était pour ça que la symbolique d'annoncer B Corp à Euronext nous plaisait vraiment bien. C'est le lieu du capitalisme par excellence, la bourse. Et pourtant, on est convaincu que la sustainabilité sera profitable globalement à l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise et donc aux actionnaires. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Nous, pour changer nos statuts, on a dû faire voter en Assemblée générale extraordinaire les nouveaux statuts qui incorporent donc B Corp et sa mission. On a dû avoir une majorité de 98%, je pense, des actionnaires qui votent pour. Ça a été le cas. Ça veut dire aussi que les actionnaires, au final, d'une entreprise comme la nôtre, savent à qui ils s'adressent et au bout du compte, je le répète, on est convaincu que ce sera profitable pour tout le monde, y compris les actionnaires. Nos clients commencent à nous pousser dans cette direction-là. Nos fournisseurs, nos investisseurs nous posent des questions toujours dans la même direction de plus en plus. Donc l'ensemble en fait du biotope autour d'une entreprise nous pousse dans cette direction. Voilà, on sera plus attractif aussi. Donc nous, on ne voit pas de contradiction entre tout ça. Si je peux ajouter juste un petit mot, c'est vrai que c'est dans mon cas beaucoup plus facile puisque je suis l'unique actionnaire de la brasserie et que donc c'est moi qui ai décidé. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut voir B Corp comme un investissement à long terme. Je pense que la seule issue pour notre monde est d'aller dans cette direction-là et que donc, comme l'a dit Thomas, à terme, ce sera payant pour tout le monde. Et le fait simplement d'être plus attractif pour les générations Y, Z, qui sont nos jeunes d'aujourd'hui, qui vont décider eux-mêmes, on parle de génération future, c'est tout à fait ça, d'aller travailler dans des boîtes qui ont vraiment des valeurs et qui peuvent le prouver. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de faire, d'activer la certification B Corp. C'est pas par plaisir, c'est parce que je pense que c'est la direction dans lequel et je l'espère, va aller le monde demain. On va prendre les deux dernières questions. La première, deux questions posées par Anne-Laure. La première, c'était la question des standards sociaux, c'est-à-dire qu'on est évidemment en Europe et dans le Benelux, dans des régions où les standards sont très différents d'autres régions du monde. Donc on a des critères qui sont internationaux, mais des régions du monde où les préoccupations et les régulations sont différentes. Est-ce que du coup, au niveau des indicateurs sociaux dans nos régions, est-ce que peut-être ils sont peut-être un peu trop basiques, là où dans d'autres régions ils pourraient s'avérer difficiles à atteindre? Est-ce qu'ils ne sont pas au contraire un peu trop simples dans des contextes comme les nôtres? Bertine, so that's the question about the... Yeah, you have seen it.
Well, we have 72 versions of the bee impact assessment. So it depends on your size, sector, and geography in which track you will fall, and whether it's a developed market or an in-transition market, meaning more to the non-developed side of a country or a region. So that really varies the type of questions you will get. I have to make a side note to that. I mean, the origins from this assessment comes from the US. And 6 years ago, when we started with BeeLab Europe, the questions were, well, more oriented towards the US reality, basically. So therefore, the feedback that I mentioned before, the bottom-up feedback from the users in our assessment is key to keep progressing the standards, the quality, the credibility as well. So it's, again, that interplay of we need the feedback from the market. With that, we can even make it more specific for certain markets. And that's always work in progress. But there has been already a huge change from 6 years ago to what it's now. On a fait un chemin pour les entreprises labellisées, c'est un chemin pour Bicorp aussi. Peut-être la dernière question, et ça fait référence à ce que Benoît a mentionné en disant il y a un lien entre les certifications privées et le travail de changement, de régulation pour assurer que les normes soient applicables à tous et pas à ceux qui souhaitent les appliquer. Est-ce que Bicorp et les communautés de Bicorp, dont on a 2 représentants ici, font du plaidoyer? Peut-être me tourner vers Marc-Antoine et Thomas. Est-ce que vous avez ressenti en rejoignant Bicorp que vous rejoignez aussi une communauté qui cherche à changer plus globalement les règles? Oui, je vais commencer. Oui, c'est sûr que la période qu'on a connue ici avec le confinement ne prêtait pas trop à l'échange. Néanmoins, nous avons une réunion tous les mois avec The Shift, avec les Bicorp organisations qui souhaitent le rejoindre. Et donc, on a des échanges, effectivement. J'espère que vu la fin du confinement, qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger un peu plus en live que nous l'avons pour le moment. Mais c'est sûr qu'on fait partie d'une communauté. Ça, c'est évident. Et à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, je veux dire, c'est un espèce de mouvement naturel. Même chose, hein, quel est le rapport entre IBA et Bruno? Il n'y en a pas beaucoup sur le plan technologique sûrement, et en même temps on discute ensemble et on apprend l'un de l'autre. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la même chose, on parle de notre expérience à une audience très large et très diverse. Si vous ouvrez les journaux, vous verrez régulièrement des papiers d'interview d'Olivier Legrain et d'autres, où on explique un peu notre parcours. Donc tout ça, nous, ça participe de cet esprit de communauté Bicorp, où on parle d'autre chose que simplement de la profitabilité de nos équipements. Je peux vous dire qu'il y a 5 ans, chez IDEA, les articles ne parlaient que du cours de la bourse et d'une boîte de machines qu'on vendait. Ça change complètement. Aujourd'hui, Olivier Legrain dans la presse, il parle de tout à fait autre chose, mais il parle aussi de la profitabilité de l'entreprise. Il intègre juste ça parmi 4 autres dimensions. Je précise, et Églantine de Shift, hein, qui est aussi là pour accompagner cette communauté belge, nous rappelle qu'il y a un plan d'action en place pour contacter les politiques. Hein, on posait la question du lien avec les politiques, et qu'il y a une task force Policy Affairs. Alors, il est 11h18. Je sais qu'il y a sans doute une envie d'aller creuser. Je sens qu'on a commencé à toucher à un enjeu qui est celui un peu du seuil minimal. Hein. Est-ce que, tout en étant Bicorp, il est acceptable que sur certaines dimensions qui sont essentielles en matière de droits humains, par exemple, il n'y ait pas ce seuil minimal? Je pense que c'est un débat qu'on ne va pas pouvoir emballer maintenant dans la minute ou les 2 minutes qui nous resteraient. Mais peut-être,
peut-être quand même pour essayer de tenter d'y répondre, pour bien l'illustrer. So, Hubertine, that would be the last question. Like I said, we are touching into, apparently, and some participants have raised it, this concern about the minimal score that the company should have on certain issues, including human rights. If, for example, a company is working on oil, can it score on other issues than environment and reach 80 points? That would be it. It's got 80. It's working in a terrible environmental area, but it still does score. An example about this: how to deal with the fact that on certain areas that are key, that there might be. Well, like I said, it's the assessment has been actually built in the last 15 years. So there's a lot of work that went into building that comprehensive tool. So when it comes to these questions, the 5 areas need to be covered equally in the weighing system that we have behind it, based on your sector, size, geography. So the questions for a consultancy or creative agency are obviously very different from a company that's more into commodities or that have a very deep supply chain, right? So also the weighing system behind that is very different from the weighing system of a consultant, for example. But fact is that you need to score well in all 5 impact areas. We are a holistic system and we don't focus only on environment. So we've had companies who do amazing work in environment, and then they fail in the rest and they don't certify, because our weighting, how we allocate the points to certain questions, is related to so many different criteria that there is a whole counting system behind it to make sure that companies are operating in a holistic way, addressing all stakeholders from those 5 points that we have allocated as material for a business to operate with more positive impact. And it's not a seal of sustainability. It's more than that. You really have to prove you're making a positive impact on society. And that's why also we integrated business impact models. So on the one hand side, we focus on your operations. On the other side, you get additional point if you have a business impact model, meaning you're with your business, you're trying to solve a challenge in the world. And that is very different. And I saw that question also coming by, like, how is B Corp different from other standards and certifications? That is one major difference with other certifications. We're not only about compliance. We're not only about covering your hygiene factors. We're not about ESG. It's about making a positive impact on society for the long term. I hope that answers some of the questions. Nous rappeler une vision intégrée dans 5 zones d'impact versus l'enjeu soulevé ici de peut-être avoir des seuils sur certains enjeux, notamment humains, tels que les living wage. On en restera là. Merci en tout cas à toutes et à tous, à nos intervenants, d'avoir brillamment présenté leurs expériences et répondu aux questions. Merci à tous d'avoir participé. Le replay de ce webinaire sera disponible la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous jeudi pour compléter cet éclairage que vous avez pu avoir sur la certification par un éclairage sur un autre label, le label Financité et Fairfin, qui est un label fort ancré dans l'économie sociale. On aura 2 entreprises très intéressantes, Copeos et Novacities, qui viendront partager leur expérience. Donc, on vous attend nombreux pour venir compléter votre connaissance et votre intérêt pour ces enjeux de certification durable. Quant à nous, à la Fondation, on vous donne rendez-vous après l'été pour plein d'autres événements autour de nos étudiants entrepreneurs, autour du SDG Forum du mois d'octobre. Voilà, comme on dit en anglais, stay tuned. Et en tout cas, merci à tous. Je pense que tout est dit. On vous partagera les présentations et la liste des participants. Vous sera également partagé dans les prochains jours. Et on vous souhaite à tous une belle fin de journée et surtout, parce qu'on sent qu'il arrive, un bel été.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.